Le matin est souvent présenté comme un moment à part, un moment presque idéalisé, le début de la journée, le point de départ, l'instant où tout devrait se remettre en place naturellement, simplement parce qu'une nouvelle journée commence. Dans l'imaginaire collectif, le matin est censé être calme, silencieux, apaisant. On devrait se réveiller doucement, respirer plus librement, avoir l'esprit clair ou au moins disponible. Et surtout, on devrait se sentir mieux qu'hier. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au réveil, le mental est déjà actif. Les pensées arrivent sans prévenir, parfois même avant d'ouvrir les yeux. Il y a cette sensation étrange d'être déjà en retard sur la journée, déjà sous pression, déjà envahi par quelque chose d'indistinct mais bien présent. Le corps peut être tendu, lourd, parfois même oppressant. Et le silence, au lieu d'apaiser, accentue tout cela. Dans ces moments-là, une idée surgit presque automatiquement. Il faudrait que je me calme. Il faudrait que je respire. Il faudrait que je fasse quelque chose pour que ça aille mieux. Et très vite, sans s'en rendre compte, le matin devient un problème à résoudre. C'est précisément là que j'aimerais poser quelque chose de fondamental, dès le début de cette vidéo. Quelque chose que tu peux laisser infuser tranquillement, sans chercher à l'analyser tout de suite. Ton matin n'est pas cassé. Il n'y a rien à réparer. Ce que tu ressens au réveil n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas le signe que tu fais mal les choses, ni que tu as raté quelque chose dans ta façon de vivre, de penser ou de te connaître. C'est une expérience humaine. Et surtout, c'est une expérience cohérente. Le matin n'est pas une page blanche. Contrairement à ce qu'on aimerait croire, la nuit ne remet pas les compteurs à zéro. Elle ne fait pas disparaître ce qui n'a pas été digéré la veille. Elle peut atténuer, déplacer, parfois adoucir, mais elle ne supprime pas. Au réveil, tu ne repars pas de zéro. Tu reprends le fil de tes préoccupations, de tes émotions, de tes tensions, de tes questions non résolues. Et ce fil-là, ton mental le saisit immédiatement. Non pas pour t'ennuyer, mais parce que c'est sa fonction. Le mental est un outil d'anticipation. Il observe, il analyse, il relie, il projette. Le matin, lorsque le monde extérieur est encore calme, il a plus d'espace pour se faire entendre. Et cet espace peut devenir inconfortable si l'on n'est pas habitué à l'écouter sans vouloir le contrôler. Le problème ne vient donc pas de l'agitation. Il vient souvent de la manière dont on interprète. On a appris, parfois très tôt, que le calme est un objectif, que le silence est une preuve d'équilibre, que l'agitation intérieure est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dès que le mental se manifeste un peu trop, on se met en opposition avec lui. On lutte, on force, on cherche à corriger. Et cette lutte commence souvent dès les premières minutes de la journée. Sans même s'en rendre compte, on se parle durement. On se reproche de ne pas être assez zen, pas assez ancré, pas assez stable. Le matin devient alors un espace de jugement intérieur. Un moment où l'on se compare à une image idéalisée de ce que l'on devrait être. Une image nourrie par des injonctions subtiles, des modèles extérieurs, des discours bien intentionnés, mais souvent déconnectés du réel. Or, ce jugement ajoute une couche de tension à une tension déjà existante. Ce que tu ressens au réveil n'a pas besoin d'être corrigé pour disparaître. Il a besoin d'être reconnu pour se transformer. C'est une nuance essentielle et pourtant rarement évoquée. Reconnaître ne veut pas dire s'y complaire. Cela ne veut pas dire analyser pendant des heures. Cela ne veut pas dire chercher une explication immédiate. Reconnaître,
c'est simplement admettre que quelque chose est là, sans résistance, sans pression. Lorsque tu fais cela, quelque chose change déjà. Le corps se détend légèrement. Le mental n'a plus besoin de parler aussi fort. Non pas parce que tu l'as fait taire, mais parce qu'il n'est plus en train de se battre pour exister. Dans cette vidéo, et dans les réflexions que je partage cette semaine, il n'est pas question de te donner une nouvelle méthode miracle pour réussir tes matins. Il n'est pas question de t'imposer une routine parfaite ou une discipline supplémentaire. Il est question de changer de regard, de passer d'une logique de réparation à une logique d'écoute, de sortir de la performance pour entrer dans la présence. Ton matin n'est pas un problème à régler avant que la journée commence. C'est un espace de transition, un espace sensible, un espace révélateur. Et si, au lieu de te demander comment le calmer, tu te demandais simplement ce qu'il essaie de te dire. Tu n'as rien à réussir dès le réveil. Tu es déjà là. Et c'est suffisant pour commencer. Le matin parfait est partout. Sans forcément se montrer frontalement, il est devenu une référence silencieuse, presque évidente. Une sorte de modèle implicite auquel on se compare sans même s'en rendre compte. Il ressemble souvent à ceci. Un réveil sans difficulté, une respiration profonde, un esprit clair, une énergie stable, une organisation fluide. On se lève bien, on pense bien, on commence la journée comme il faut. Ce modèle est séduisant, il rassure. Il donne l'impression qu'il existe une bonne manière de commencer la journée et que si on la trouve, tout ira mieux. Le problème, ce n'est pas ce modèle en lui-même. Le problème, c'est la place qu'il a prise. À force d'être répété, montré, valorisé, il est devenu une norme. Et toute norme finit par produire une comparaison. Une comparaison entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on pense devoir vivre. C'est là que la pression commence. Elle ne se manifeste pas forcément par une pensée claire comme « je ne suis pas à la hauteur ». Elle est plus diffuse, plus subtile. Elle s'installe sous forme de petites phrases intérieures. Je devrais être plus calme. Je devrais mieux gérer mes matins. Je n'y arrive jamais, moi. Et très vite, le matin n'est plus simplement un moment de la journée. Il devient un indicateur de valeur personnelle. Si le réveil est difficile, on se sent en retard sur soi-même. Si le mental est agité, on se sent défaillante. Si l'on n'entre pas dans le calme attendu, on a l'impression de mal commencer. Ce qui est particulièrement insidieux avec le mythe du matin parfait, c'est qu'il transforme une expérience intime en critère de réussite. Quelque chose qui devrait rester personnel devient un terrain de comparaison. Or, chaque matin est influencé par une multitude de facteurs invisibles. La qualité du sommeil, l'état émotionnel, la charge mentale, les événements récents, le corps, l'âge, la saison, l'histoire personnelle. Penser qu'il existe une manière universelle et idéale de se réveiller, c'est ignorer cette complexité. Mais le mental aime les modèles simples. Il aime les repères clairs. Alors il s'accroche à cette idée qu'il y aurait un bon matin, et par conséquent, des mauvais. À partir de là, quelque chose se rigidifie. Le matin cesse d'être un espace vivant. Il devient un objectif. On ne se demande plus comment on va. On se demande si l'on correspond à l'image attendue. Et cette question, posée dès le réveil, est lourde de conséquences. Parce qu'elle installe une forme de tension avant même que la journée commence. Une tension qui n'est pas liée à ce que l'on vit, mais à l'écart entre ce que l'on vit et ce que l'on croit devoir vivre. Le mythe du matin parfait ne tient pas compte de la réalité intérieure.
Il impose un idéal de calme, là où il y a parfois du remous. Il impose de la clarté, là où il y a parfois de la confusion. Et au lieu d'aider, il culpabilise. Beaucoup de personnes pensent que si leurs matins sont difficiles, c'est qu'elles manquent de discipline, de volonté ou de méthode. Elles cherchent alors la bonne routine, la bonne technique, le bon outil. Mais très souvent, ce n'est pas d'une nouvelle routine dont elles ont besoin. C'est d'un relâchement de la pression. Le matin n'est pas fait pour être réussi. Il est fait pour être traversé. Lorsqu'on cesse de vouloir entrer dans un moule, quelque chose se détend naturellement. Le mental se sent moins attaqué. Le corps se relâche légèrement. Et l'expérience du réveil change, non pas parce que tout devient calme, mais parce que la lutte disparaît. Il est important de comprendre ceci. Ce n'est pas le matin qui est difficile. C'est l'exigence que l'on projette sur lui. Le matin parfait est une construction, une idée, pas une réalité à atteindre. Et tant que l'on croit qu'il faut absolument correspondre à cette idée, on se place en décalage permanent avec ce que l'on vit réellement. Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de remplacer un modèle par un autre. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait accepter des matins chaotiques sans rien changer. Il s'agit de sortir de la logique binaire. Bon matin / mauvais matin. Un matin n'est ni réussi ni raté. Il est simplement le reflet d'un état à un moment donné. En acceptant cela, on se redonne de l'espace, de l'air, de la souplesse. Et souvent, paradoxalement, c'est à ce moment-là que les matins deviennent plus respirables. Non pas parce qu'on les contrôle mieux, mais parce qu'on cesse de les juger. Le matin parfait est partout. Sans forcément se montrer frontalement, il est devenu une référence silencieuse, presque évidente. Une sorte de modèle implicite, auquel on se compare sans même s'en rendre compte. Il ressemble souvent à ceci. Un réveil sans difficulté, une respiration profonde, un esprit clair, une énergie stable, une organisation fluide. On se lève bien, on pense bien, on commence la journée comme il faut. Ce modèle est séduisant, il rassure. Il donne l'impression qu'il existe une bonne manière de commencer la journée et que si on la trouve, tout ira mieux. Le problème, ce n'est pas ce modèle en lui-même. Le problème, c'est la place qu'il a prise. À force d'être répété, montré, valorisé, il est devenu une norme. Et toute norme finit par produire une comparaison. Une comparaison entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on pense devoir vivre. C'est là que la pression commence. Elle ne se manifeste pas forcément par une pensée claire comme « je ne suis pas à la hauteur ». Elle est plus diffuse, plus subtile. Elle s'installe sous forme de petites phrases intérieures. Je devrais être plus calme. Je devrais mieux gérer mes matins. Je n'y arrive jamais, moi. Et très vite, le matin n'est plus simplement un moment de la journée. Il devient un indicateur de valeur personnelle. Si le réveil est difficile, on se sent en retard sur soi-même. Si le mental est agité, on se sent défaillante. Si l'on n'entre pas dans le calme attendu, on a l'impression de mal commencer. Ce qui est particulièrement insidieux avec le mythe du matin parfait, c'est qu'il transforme une expérience intime en critère de réussite. Quelque chose qui devrait rester personnel devient un terrain de comparaison. Or, chaque matin est influencé par une multitude de facteurs invisibles. La qualité du sommeil, l'état émotionnel, la charge mentale, les événements récents, le corps, l'âge, la saison, l'histoire personnelle.
Penser qu'il existe une manière universelle et idéale de se réveiller, c'est ignorer cette complexité. Mais le mental aime les modèles simples. Il aime les repères clairs. Alors il s'accroche à cette idée qu'il y aurait un bon matin, et par conséquent, des mauvais. À partir de là, quelque chose se rigidifie. Le matin cesse d'être un espace vivant. Il devient un objectif. On ne se demande plus comment on va. On se demande si l'on correspond à l'image attendue. Et cette question, posée dès le réveil, est lourde de conséquences. Parce qu'elle installe une forme de tension avant même que la journée commence. Une tension qui n'est pas liée à ce que l'on vit, mais à l'écart entre ce que l'on vit et ce que l'on croit devoir vivre. Le mythe du matin parfait ne tient pas compte de la réalité intérieure. Il impose un idéal de calme, là où il y a parfois du remous. Il impose de la clarté, là où il y a parfois de la confusion. Et au lieu d'aider, il culpabilise. Beaucoup de personnes pensent que si leurs matins sont difficiles, c'est qu'elles manquent de discipline, de volonté ou de méthode. Elles cherchent alors la bonne routine, la bonne technique, le bon outil. Mais très souvent, ce n'est pas d'une nouvelle routine dont elles ont besoin. C'est d'un relâchement de la pression. Le matin n'est pas fait pour être réussi. Il est fait pour être traversé. Lorsqu'on cesse de vouloir entrer dans un moule, quelque chose se détend naturellement. Le mental se sent moins attaqué. Le corps se relâche légèrement. Et l'expérience du réveil change, non pas parce que tout devient calme, mais parce que la lutte disparaît. Il est important de comprendre ceci. Ce n'est pas le matin qui est difficile, c'est l'exigence que l'on projette sur lui. Le matin parfait est une construction, une idée, pas une réalité à atteindre. Et tant que l'on croit qu'il faut absolument correspondre à cette idée, on se place en décalage permanent avec ce que l'on vit réellement. Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de remplacer un modèle par un autre. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait accepter des matins chaotiques sans rien changer. Il s'agit de sortir de la logique binaire. Bon matin / mauvais matin. Un matin n'est ni réussi, ni raté. Il est simplement le reflet d'un état à un moment donné. En acceptant cela, on se redonne de l'espace, de l'air, de la souplesse. Et souvent, paradoxalement, c'est à ce moment-là que les matins deviennent plus respirables. Non pas parce qu'on les contrôle mieux, mais parce qu'on cesse de les juger. Et c'est là que tout se complique. Ce relâchement commence souvent par une simple phrase intérieure, très douce. « D'accord, je t'ai entendu ». Il existe une confusion très répandue entre deux notions qui en apparence se ressemblent, mais qui en réalité produisent des effets totalement différents. Calmer et écouter. Dans beaucoup d'approches de bien-être, on nous invite à nous calmer, à respirer, à nous poser, à ralentir le flot des pensées. Ces propositions partent souvent d'une bonne intention. Elles cherchent à soulager, à apaiser, à aider. Mais le problème apparaît lorsque se calmer devient une injonction, lorsque le calme devient un objectif à atteindre coûte que coûte. À ce moment-là, quelque chose se ferme. Calmer, dans ce contexte, signifie souvent réduire, contenir, neutraliser. On veut faire disparaître ce qui dérange. On cherche à lisser l'expérience intérieure pour qu'elle corresponde à une idée du bien-être. Écouter, au contraire, implique une posture radicalement différente. Écouter, c'est laisser être. C'est accueillir sans chercher à modifier immédiatement. Lorsque tu te réveilles avec un mental agité et que ta première réaction est de vouloir le calmer,
tu te places déjà en opposition avec toi-même. Une partie de toi observe ce qui se passe et juge que ce n'est pas acceptable. Elle voudrait autre chose. Elle voudrait du silence, de la paix, une sensation plus confortable. Cette opposition crée une tension supplémentaire. Le mental, sentant qu'il est rejeté, insiste. Il amplifie, il répète. Non pas par provocation, mais parce qu'il n'a pas été entendu. C'est un mécanisme très simple et pourtant souvent mal compris. Tout ce qui n'est pas reconnu cherche à se manifester davantage. Pas pour prendre le contrôle, mais pour exister. Lorsque tu forces le calme, tu envoies un message intérieur très clair. Ce que je ressens ne devrait pas être là. Ce message peut sembler anodin, mais il a un impact profond. Il installe une forme de rejet intérieur. Et ce rejet est souvent plus douloureux que l'agitation elle-même. Beaucoup de personnes disent se sentir épuisées dès le matin, non pas parce que leur mental est actif, mais parce qu'elles passent une énergie considérable à lutter contre ce qu'elles ressentent. Écouter demande moins d'efforts que calmer. Mais écouter demande du courage. Parce qu'écouter implique d'accepter de ne pas tout contrôler immédiatement. D'accepter un certain inconfort. D'accepter de rester en présence de ce qui est là, même si ce n'est pas agréable. Et pourtant, c'est précisément cette présence qui permet la détente. Lorsque tu écoutes ton état intérieur sans chercher à le modifier, quelque chose se passe naturellement. Le corps se relâche un peu. Le mental se sent reconnu. Il n'a plus besoin de se battre pour être entendu. Le calme qui peut émerger à ce moment-là n'est pas spectaculaire. Il n'est pas instantané. Il est subtil. Mais il est réel. Il ne vient pas d'une technique. Il vient d'un changement de posture. Il est important de souligner que écouter ne signifie pas ruminer. Écouter ne signifie pas analyser pendant des heures. Écouter ne signifie pas se noyer dans ses pensées. Écouter, c'est simplement observer avec bienveillance, sans commentaire, sans stratégie. Cela peut prendre la forme d'une simple reconnaissance intérieure. Il y a de l'agitation. Il y a de la tension. Il y a de l'inconfort. Sans ajouter, et ça ne devrait pas être là. Ce simple déplacement change profondément l'expérience. Beaucoup de pratiques échouent non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont utilisées comme des outils de contrôle. On respire pour faire taire. On médite pour effacer. On se concentre pour supprimer. Dans ces conditions, même les outils les plus doux deviennent violents intérieurement. À l'inverse, lorsqu'une respiration, un silence, un moment d'immobilité sont proposés comme des espaces d'écoute, leur effet est totalement différent. Ils deviennent des contenants, pas des correcteurs. Calmer est souvent une réaction. Écouter est une relation. Une relation à soi, plus souple, plus respectueuse, moins exigeante. Le matin, cette distinction est essentielle. Parce que le réveil est un moment de grande vulnérabilité intérieure. Les défenses sont encore basses. Les automatismes ne sont pas encore complètement en place. Imposer le calme à ce moment-là revient souvent à demander trop vite. Écouter, au contraire, permet d'entrer dans la journée sans violence intérieure. Il ne s'agit pas de renoncer à toute forme d'apaisement. Il s'agit de comprendre que l'apaisement durable ne vient pas de la suppression de ce qui dérange, mais de l'intégration. Ce que tu accueilles cesse de lutter. Ce que tu refuses insiste. Lorsque tu acceptes cela, tu changes profondément ta relation au matin. Il n'est plus un moment à maîtriser. Il devient un espace de dialogue intérieur. Et ce dialogue, même silencieux, est souvent le début d'un vrai apaisement. C'est terminé pour cette semaine. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine.